Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Terrain de jeu, le podcast 100% jeux vidéo et e-sports de RDS Jeux vidéo. Ça fait une longue phrase. Comment ça va? En fait, aujourd'hui, j'ai Raphaël Lacaille Salut, guys! de Etu Game. Comment ça va, Raphaël? Mais ça va très bien, toi? Ça va très bien. On se le demande pas assez souvent. Ouais, Comment ça va? ça va bien. Donc, un épisode humoristique aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que des niaiseries. Que des blagues. Non, pas du tout. Donc, Raphaël. Oui. Au fond, les gens te connaissent peut-être de la chaîne YouTube Etu Game. Tu veux-tu nous en parler un petit peu, te présenter un petit peu, puis présenter ce que tu fais? Ouais, ben en fait, ça va faire bientôt 5 ans là, qu'on a une chaîne YouTube qui s'appelle Etu Game. On s'occupe de tout ce qui est jeux de table. Donc, on n'est pas dans les jeux vidéo, mais c'est pour ça que je suis avec toi, parce que là, Ouais. moi, c'est ça. Tu sais, j'aime ça depuis que je suis tout petit, les jeux vidéo, mais les jeux de table, c'est ça qu'on fait, on critique, on joue, pour voir, on découvre, on va dans des conventions à travers le monde, parce que ça paraît pas, mais il y en a partout à travers le monde, un peu comme dans les jeux vidéo. Ouais. Il y a Cannes, Essen, Gen Con à Indianapolis. Il y en a partout à travers le monde, des grosses conventions de jeux de société. Et il y a des gros prix, comme l'As d'or, comme le Spiel. Puis on est tous là, tu sais, on couvre ces trucs-là, parce que il y a plus de 4000 jeux qui sortent par année. Ah, quand même. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas beaucoup de fins de semaine. Parce qu'il y a un renouveau dans le jeu de table depuis que vous avez commencé Etu Game un petit peu avant Ben, il y en avait ça. un peu avant, ouais, Ouais, c'est ouais. ça. Puis c'est toujours des affaires de plus en plus. Des fois, on est pur, puis des fois, on crée un jeu qui est complètement rempli de plein d'affaires. Tu sais. Fait que c'est le fun parce qu'on voit ça s'émanciper à toutes les années, presque à tous les mois. Il y a une émancipation du monde ludique assez incroyable. Il y a une ludification de la société que j'aime dire. Tape là-dedans. Ça, c'est bon, ça. Donc aujourd'hui, on va pas parler de jeux de table, on va parler de jeux vidéo, on va faire un petit tour de l'actualité. Pas beaucoup de nouvelles parce qu'il y a des grosses nouvelles qui sont sorties, des controverses et la PlayStation 5 aussi qui a été annoncée de Arrête, j'ai façon des frissons. plus concrète. On voit les J'ai des frissons. frissons. Bon, j'ai aussi des morsures de chien, mais ça, c'est autre Et ensuite, je vais vous parler d'un jeu, probablement le jeu le plus drôle auquel j'ai joué de toute ma vie. Je vous dis pas le titre, vous allez voir tantôt. Et Raphaël, tu vas ensuite nous faire un petit top, un petit top personnel de tes top 5 roguelike. Ouais, je me suis dit, je vais vous inculquer mon savoir en roguelike. Voilà. Puis, puis c'était aussi aujourd'hui, c'est que tu as commencé à collaborer avec RDS Jeux vidéo sur des jeux vidéo. Tu as sorti ta première critique Ouais, de The Legend of Zelda Link's Awakening en format vidéo. j'étais vraiment stressé de t'envoyer ça. Ouais. Mais tu sais, j'en fais tout le temps pour les jeux de société. Puis le seul boss que j'ai, c'est moi. Mais là, c'est toi. Fait que ça m'angoissait plus. Mais je me suis donné. Vous irez voir. Vous irez voir sur jeuxvideo.rds.ca. Je pense qu'il est dans la barre des vidéos principales en ce moment. Donc, c'est une critique humoristique, mais personnelle et sympathique de The Legend of Zelda, The Hey, Link's c'est tough à dire, Awakening. celle-là. Là. Ce n'est pas un rêve. Non. Donc, Tu veux commencer par quoi dans on l'actualité? commence toi? avec l'actualité. On commence avec la PlayStation 5. OK. Parce que la PlayStation 5, au fond, ça a été annoncé officiellement. Ça sort 2020 pour le temps des fêtes. Ouais. Mais avant, Ouais, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? est-ce que tu trouves que les générations de consoles devraient durer plus longtemps? Tu sais, il me semble que ça fait pas si longtemps ça que j'ai dépensé 450$ sur une PS4. Puis 400 aussi pour la Puis VR. que j'ai une méga huge librairie de jeux auxquels j'ai pas encore touché parce que tu sais, il y a des jeux gratuits à tous les mois avec PlayStation Plus et tout. Et là, la PS5 arrive puis ça m'essouffle. Ben, on est là-dedans, là. Présentement, on est toujours dans on veut du renouveau, puis le public, en fait, c'est plus ça la patente, c'est que c'est le public qui a besoin de nouveau. C'est du monde qui veulent vraiment toujours des nouveaux jeux, une nouvelle console, plus de puissance. Mais je pense qu'avec l'arrivée peut-être des consoles un peu comme, je sais pas, Apple Arcade ou Stadia qui s'en vient, il y a comme quelque chose qui va peut-être toffer un petit peu plus longtemps parce qu'elle va pouvoir s'évoluer elle-même parce qu'elle est dans le cloud. C'est ça. Donc, Hein? C'est beau, hein?
Mais je pense que le PC a repris du poil de la bête aussi dans les dernières années parce que tu achètes un bon PC puis ça va durer souvent plus longtemps qu'une console. Mais vas-y, parle-nous de la PlayStation 5. C'est quoi que ça a l'air pour l'instant? Mais là, c'est ça, c'est que... C'est sûr que là, ils ont annoncé ça comme étant la console la plus puissante jamais faite. Mais ils font ça tout le temps. C'est tout le temps la patente qu'ils disent. Puis c'est vrai parce que PlayStation, Sony sont toujours très puissants. Ouais. L'affaire, là, présentement, ce qui était cool, c'est qu'on a enfin entendu des nouvelles de cette plateforme-là, de cette console-là, parce que ils n'étaient pas là au E3. Ils se sont fait silencieux depuis presque un an. Puis là, on avait hâte d'avoir des nouvelles. Et comme de fait, 2020 sera, hiver 2020, sera le lancement de la PlayStation 5. Une PlayStation qui va être revampée, bien entendu, plus puissante, un SSD dedans. Les disques, les CD-ROM avec les jeux dedans vont être de 100 GB maintenant. Et tu vas pouvoir installer ce que tu veux dessus. Dans le sens, si tu veux juste le multiplayer du jeu, tu peux juste installer le multiplayer. Si tu veux juste la campagne solo, tu peux juste avoir la campagne solo. Bien faite, la vie. Ouais. T'as pas l'air convaincu encore. T'as pas l'air convaincu. On continue à te convaincre. La manette, USB-C, ça te convainc-tu, ça, le USB-C? Oui. Ça te convainc? Je sais pas. Fait que sans doute une batterie beaucoup plus longue. Ouais. Et il va y avoir aussi... Un chargement plus rapide, peut-être. Ouais, chargement plus rapide. Et il y a aussi comment ça s'appelle? Le retour haptique? Le retour haptique ou le force feedback. Ouais, ce qui se passe, c'est que là, on va pouvoir sentir un peu plus les substances dans lesquelles on est ou qu'on se promène dessus. Ils ont fait un test avec Astro Robot. Okay. Et ils ont pu sentir vraiment là, quand ils étaient sur du sable, sur de la glace, sur plein de trucs comme ça. Vraiment, tu le sens dans les mouvements. Et il y a aussi le L2 R2 qui va y avoir une petite puissance dedans. Comment que j'ai appelé ça? Gâchette adaptive. Pour vrai, là, une chance t'es là. Gâchette adaptive qui fait en sorte que quand tu vas pour tirer de l'arc, là, tu vas le sentir un petit peu plus tough, puis tu vas pouvoir le lâcher. Va être vraiment intéressant. J'ai hâte de voir si ça va vraiment fonctionner parce que ça reste... d'après moi, ça va fonctionner. Ça reste à voir l'intérêt des développeurs pour ça. Parce que si tu prends la Nintendo, ils ont sorti la Switch, la Joy-Con, elle peut faire bien des affaires. Il y a un jeu dans le jeu One to Switch. Il y a un minigame où est-ce que tu tiens la Joy-Con, puis tu as l'impression de tenir un verre avec des glaçons dedans, puis là, il faut que tu devines le nombre de glaçons, puis c'est vraiment impressionnant. Sauf que ils ont sorti One to Switch, mais après, toute la promesse de One to Switch a complètement été évacuée. T'sais, Nintendo, ils n'ont pas sorti d'autres jeux dans le genre, et ça semble pas avoir vraiment attiré les développeurs qui... souvent, encore une fois, n'ont pas envie de développer quelque chose qui est tant spécifique à une console. Ils ont envie de développer de quoi qui va sortir sur multiplateforme, et ça, c'est comprenable. Ouais. Mais c'est dommage. Donc, par contre, peut-être que là, si ça s'inscrit quand même dans un gaming plus traditionnel, ou est-ce que c'est juste comme, je joue un jeu, puis là, je marche sur du sable, puis on sent, mais... Ça s'intègre, là, dans le fond, un peu mieux. Assassin's Creed et compagnie, ça pourrait être quand même quelque chose qui... intéressant. J'ai hâte de voir. Puis j'ai hâte aussi... on s'attendait à voir ça la PS4 Pro. On l'a pas eu. Le Blu-ray 4K. Ouais. Là, on l'a. On va enfin pouvoir écouter nos films en 4K. Es-tu hâte, moi? Dans ma TV HD. J'ai vu passer également des rumeurs de rétrocompatibilité complète avec la PlayStation 4. J'ai hâte de serait bienvenu. Mais ça, c'est un peu comme le mode de scrutin, là. Ouais. Ils veulent le changer, ils le changent pas. Là, finalement, ils sont au pouvoir et ils le changeront pas. Finalement, ils se rendent compte que c'est pas profitable. Ça fait que... il y a peut-être aussi, on va le savoir un moment donné, l'assistant vocal. Donc, je sais que derrière la manette, il y a comme un petit trou présentement. Et on parlerait d'une assistance vocale. Comme la Kinect? Mais ça a l'air qu'il va falloir que tu dises « dis Sony ». Ah oui? T'aimes-tu celle-là? Les travailler fort, là. Moi, je vais avoir mon Olivier cette année. Et donc, c'est ça. Mais comme tu as mentionné, PlayStation, ils ont été comme un peu absents des différents salons comme le E3 depuis un an. Puis leur dernière apparition au E3,
À part la présentation de Last of Us 2, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Là, il y a Sean Layden, qui était un peu le Reggie Fils-Aimé un peu de Sony, qui était pas super à cette présentation-là, qui disait aux gens de baisser leurs attentes. Puis après ça, l'année d'après, ils sont pas là. Puis là, il vient d'annoncer qu'il quitte le bateau Sony. Moi, j'ai vraiment l'impression que du côté de Sony, ils voient en ce moment, la génération actuelle, la PlayStation 4, c'est la console qui a gagné un peu la génération. Oui. De loin devant la Xbox One. Puis je pense que la Nintendo Switch a le gagné aussi à sa façon. Beaucoup plus dans le côté rétro, pas rétro, mais indie gaming et ces affaires-là. Mais au Japon, la Switch a dépassé la PS4. Ah ouais? Oui. Ça, je ne savais pas. Donc, la Xbox a été comme laissée derrière un peu. Mais là, il y a comme un shift, tu sais, dans le paysage vidéoludique où est-ce que Google arrive avec Stadia, tu as Apple Arcade, Microsoft, il y a le xCloud qui s'en vient. Donc, il y a vraiment un changement. On s'en va vers le cloud, on s'en va vers la dématérialisation un peu. Même si, bon, il va y avoir une Xbox matérielle, mais cette Xbox-là, est-ce qu'elle va être dédiée au cloud gaming? Est-ce qu'on va plutôt proposer différentes expériences dépendant de ce que le joueur veut? Je pense qu'il y a une inquiétude du côté de Sony. Je pense qu'ils n'ont pas vu le virage arriver. Puis je pense que c'est pour ça qu'on ne les a pas vus au E3 cette année, parce qu'il n'y avait pas, je pense, quelque chose à proposer autre que de dire « Hey, on s'en vient avec une nouvelle console, puis il va être plus puissante que la précédente, puis ça va être la même chose. » Ça fait que là, d'après moi, il y a une inquiétude chez Sony par rapport à la PS5. Donc, je suis curieux de voir comment ils vont tourner les choses de bord. Ou est-ce qu'au contraire, ils vont comme assumer, nous autres, on a ce type d'expérience-là à offrir. Puis c'est ça que notre public aime. Puis à quelque part, c'est vrai, tu sais, des jeux comme The Last of Us, comme Uncharted, puis tout ça, The Last Guardian, PlayStation est beaucoup synonyme avec aussi des expériences solo, immersives, God of War, tout ça. Donc, est-ce que c'est vraiment aussi à l'avantage de Sony de dire, nous autres aussi, on veut prendre des virages comme les autres, ou plutôt de dire, non, ça, c'est notre marque de commerce, ça, c'est nous autres. Ce que Nintendo fait, Nintendo, il ne suit pas les trends. Nintendo fait comme, nous autres, c'est ça. Puis c'est pour ça que les gens aiment Nintendo. Ouais. Parce qu'on se différencie, parce qu'on offre une alternative, on offre comme un produit qui est unique. Donc, est-ce que PlayStation va aller de ce bord-là? Le problème avec PlayStation, je pense, c'est que là, il y a un Sean Layden qui s'en va. Sony, ils ont besoin d'un visage, je pense. T'sais, ils ont besoin d'être plus proches des gens, puis vraiment de communiquer les choses comme de façon... Moins robotique, là? Oui, peut-être plus intime, d'une certaine façon, plus direct. T'sais. Parce qu'ils ont commencé à faire les State of Play pour comme faire un peu comme les Nintendo Direct, mais il n'y a pas de visage qui nous parle. C'est juste comme, il y a une bonne annonce qui joue, il y a ça qui est annoncé, tout ça. Tandis que Nintendo, t'as quelqu'un qui te parle, hey, je vais te présenter ça, tu vas aimer ça, tu vas voir, ça va être super cool. T'sais. Puis Xbox, ils ont ça aussi avec, là, son nom m'échappe, mais ils ont aussi cette figure-là. Puis Sean Layden jouait un petit peu ce rôle-là, mais pas autant. Sony, quand ils ont quelque chose de gros annoncé, souvent, c'est il y a un communiqué, Sony annonce ça, puis il n'y a pas autant un visage. Sony, ils sont comme sans visage un peu. T'sais. Il manque Tim Cook. C'est ça. Donc, je suis curieux de voir ça. Ça va être quoi la stratégie de Sony pour la PS5? Pas juste en termes de genre, c'est quoi la console qu'on a à offrir, mais comment est-ce qu'ils vont retravailler leur image ou assumer leur identité, mais la communiquer d'une façon que justement, tu sais, on dit, OK, ouais, c'est ça, PlayStation. Puis moi, j'embarque là-dedans parce que c'est ça le genre de gaming qui me plaît, tu sais. Ouais. Donc, voilà. C'est la PlayStation 5 qui s'en vient dans un peu plus d'un an. On va avoir probablement des annonces par rapport à la Xbox. La Switch, j'ai pas l'impression qu'on va parler vraiment d'une
une suite à la Switch tout de suite. Elle est en feu en ce moment, puis il continue à sortir comme plein de jeux, plein de développeurs qui font comme « Hey, si je sors mon jeu qui est vieux de 5 ans là-dessus, il va quand même se vendre parce qu'il y a un gros player base, puis même là... puis c'est accessible, puis il y a la portabilité qui aussi rend l'expérience unique, tu sais. Pourquoi sortir Skyrim sur Switch quand il est déjà sorti sur plein de plateformes? Ben, c'est sur la seule plateforme sur laquelle tu peux jouer en portable à Skyrim. T'imagines-tu The Witcher partout? The Ben, Witcher ça 3. Vient. Witcher 3. Ça s'en vient très bientôt. Donc, voilà. Là, il se passe de quoi, là? Toi, tu veux nous parler d'une controverse. Une controverse avec la Chine. Eh, boy. La Chine a fait parler d'elle pas mal cette semaine. Il y a eu une controverse au niveau de la NBA. Il y a eu un épisode de South Park censuré. Et là, il y a quelque chose qui se passe dans les sports, plus spécifiquement par rapport à Blizzard et Hearthstone. On ne rentrera pas dans les politiques de qu'est-ce qui se passe par rapport à Hong Kong et la Chine. Je pense que c'est quelque chose de complexe, puis c'est pas notre mandat nécessairement de rentrer là-dedans puis de commencer à exprimer une opinion par rapport à ce qui se passe là. J'ai pas assez suivi ça pour vraiment formuler, puis je pense que c'est pas à nous de le faire ici dans cette plateforme. Non. Par contre, ce qui s'est passé au niveau de Blizzard et un joueur, là, ça rentre dans un domaine qui, je pense que c'est tout à fait approprié qu'on en parle puis qu'on ait une certaine opinion par rapport à ça. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, au fond, il y a un tournoi de Hearthstone qui, je crois, était diffusé qui se passait à Taïwan. Il y avait une diffusion en direct et il y a un joueur que son surnom c'est Blitz Chung, un joueur professionnel de Hearthstone qui était en entrevue avec des commentateurs et qui, à un certain moment, a mis une espèce de masque de ski, ce qui est un peu le symbole des protestataires hongkongais. Et il a comme crié libérer Hong Kong, quelque chose comme ça. Là, ce joueur-là, a posé ce geste-là, un geste qui lui appartient. Il est probablement conscient qu'il allait avoir des conséquences et tout. Oui. Ça, il n'y a pas rien à dire là-dessus. Par contre, là où il y a un problème, c'est la réaction de Blizzard par rapport à ça. Blizzard, qui est une compagnie américaine, a vu ça et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont puni le joueur. Ils l'ont banni pour 1 an des compétitions de Hearthstone et ils ont retiré ses gains de façon rétroactive sur, je pense, 1 an, quelque chose comme ça. Et au fond, pour faire ça, ils se sont basés sur un règlement où ça dit que les joueurs, pendant un tournoi ou des diffusions en direct et tout, ne peuvent pas poser des gestes ou tenir des propos qui nuisent à leur réputation et qui nuisent à la réputation de Blizzard. Donc, on s'entend, c'est un règlement quand même assez vague qui, là, est appliqué d'une façon, somme toute, assez arbitraire. Parce que, est-ce que vraiment ce geste-là nuit à la réputation de Blizzard? Ou... C'est le geste de Blizzard qui nuit à Blizzard présentement. Au final, c'est plus le geste de Blizzard qui nuit à Blizzard parce qu'en ce moment, il y a comme toute une vague boycott Blizzard et trend sur Twitch. Il y a un sénateur américain, le sénateur de l'Oregon, qui a tweeté que Blizzard ne devrait pas se plier devant le Parti communiste chinois. Donc, il y a comme des échos au niveau du gouvernement américain qui se demandent comment ça se fait qu'il y a une compagnie américaine qui prend une décision qui, on sous-entend qu'il y a une décision politique derrière ça. On le sait que Blizzard est rentré beaucoup dans le marché chinois ces dernières années, donc ils font beaucoup d'argent en Chine. Et on sait que Tencent, qui est une grosse compagnie chinoise, qui a des parts dans beaucoup de grosses compagnies de jeux vidéo. Tencent, on n'entend pas souvent parler de Tencent, mais en fait, Tencent, c'est probablement la plus grosse compagnie de jeux vidéo au monde parce qu'ils ont des parts dans plein de compagnies. Puis là, ils ont 5%, je pense, de Blizzard Entertainment. Est-ce que cette décision-là de Blizzard, est-ce que ça vient d'un petit groupe
de personnes qui ont pris une décision isolée, puis que finalement, il y a comme des répercussions. Est-ce que Blizzard va finalement réagir puis renverser la décision? Ou est-ce que vraiment, derrière ça, il y a une décision politique et on va essayer de juste taire l'affaire et tout. Mais là, au contraire, l'affaire explose. Il y a beaucoup de joueurs qui ont commencé à utiliser l'image de Mei Ling. Mei Ling, c'est un des personnages dans Overwatch. Ils ont commencé à utiliser l'image de Mei Ling puis mettre dessus, sur elle, le masque, le fameux masque des protestateurs hongkongais et avec des slogans libérer Hong Kong, etc. Donc, il y a ça. Il y a des employés de Blizzard qui ont organisé un walkout, qui sont organisés, sont sortis, ils ont arrêté de travailler, sont sortis à l'extérieur en vue des bureaux de certains des hauts placés de Blizzard. Ils sont allés manifester à côté. Il y a une espèce de statue d'un orc, un orc de Warcraft, qui est là à côté des bureaux. Et il y a une plaque aussi où est-ce que c'est écrit « Every voice matters ». Et là, les employés ont caché cette plaque-là en signe de protestation parce que la question, là, au final de tout ça, c'est la question de la liberté d'expression. T'sais. Donc, bref, je voulais juste comme faire un portrait global de tout ça, mais je vous invite à aller sur jeuxvideo.rds.ca. Il y a mon collègue Guillaume. Non, ton Guillaume. Mon Guillaume. Mon collègue Guillaume Lavoie qui a écrit un beau texte là-dessus qui s'appelle Affaire Blitzchung. Blizzard joue la mauvaise carte. C'est un texte d'opinion. C'est son opinion à lui, comme il explique dans le texte. Il ne veut pas rentrer dans l'aspect politique de la chose, mais on parle de l'aspect plus e-sport de la chose d'un joueur qui se fait bannir pour avoir exprimé une opinion. Maintenant, on peut avoir toutes sortes d'opinions là-dessus, bien entendu. On peut dire, oui, mais ce joueur-là savait qu'est-ce qu'il faisait, savait qu'il brisait peut-être un règlement, donc il méritait d'être puni, mais peut-être qu'il ne méritait pas d'être puni à ce point-là. Ouais. Donc, il y a toutes sortes de questions éthiques, politiques, qui viennent avec ça. Mais il y a des questions à se poser quand même. Bref, je vous invite à aller lire le texte de Guillaume. C'est son opinion à lui, qu'on publie sur RDS Jeux vidéo. Je partage personnellement son opinion. Et j'espère sincèrement qu'il y aura un renversement de situation chez Blizzard. Mais tu sais que quand il y a un grand blizzard, là, il faut mettre des masques. C'est bon, celle-là est faite. Merci. Je coche mon deuxième gag. Merci d'amener un peu d'humour dans ce dossier. Dans ce dossier chaud qui, comme je disais tantôt, je n'ai pas suivi exactement, mais je sais qu'il y a un dossier similaire qui a frappé la Ligue, la NBA, la Ligue de basketball. Et bon, il y a toute l'affaire de l'épisode de South Park aussi. Bref, donc c'est ça qui se passe. Il y a pas vraiment, je peux pas vraiment apporter de conclusion là-dessus. C'est un truc qui est en développement et on espère que ça va peut-être se terminer de façon... de belle façon. De belle façon pour tout le monde. Parce que on aime Blizzard, en fait, on aime les jeux de Blizzard. Oui. Et c'est plate de se dire, ben, j'ai peut-être pas envie de supporter cette compagnie-là parce que là, des politiques qui vont à l'encontre de mes valeurs. Puis c'est pour ça aussi, il y a eu des différentes citations des employés de Blizzard de façon anonyme, où est-ce qu'ils disent, ben, tu sais, c'est une compagnie qui, à la base, avait certaines valeurs, et là, on ne peut même plus exprimer ces valeurs-là à l'intérieur de cette compagnie. Puis, on exprime ces opinions-là de façon anonyme parce qu'on a peur des conséquences que ça peut avoir. T'sais. Donc, qu'est-ce qui se passe chez Blizzard? Voilà. Beaucoup de questions. Oui, beaucoup de questions, peu de réponses. Mais ça s'en vient. Beaucoup de réflexions à avoir là-dessus. Mais là, on va passer à des choses plus amusantes. Moins sérieux. Et je vais vous parler du jeu le plus drôle de tous les temps, qui s'appelle Cricket Through the Ages, qui est un jeu que j'ai joué
sur Apple Arcade. Là, vous êtes sûrement tanné de m'entendre parler d'Apple Arcade. Je vous en parle toutes les semaines, mais c'est parce que il y a... tu sais, ça vient de sortir, puis il y a comme une centaine de jeux que tu peux genre essayer ou pas à la manière d'un Netflix. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a vraiment des gems là-dedans, des petits... Il y a vraiment beaucoup de trouvailles. Oui, beaucoup de trouvailles. Et vraiment des jeux qui... On n'en a pas parlé, mais que tu l'essayes et tu es comme « Hey man, ce jeu-là il est complètement génial ». Donc, Cricket Through the Ages, c'est un jeu que tu peux jouer seul ou à plusieurs. Et c'est vraiment, au fond, une espèce de... On te raconte l'histoire du cricket, le sport, le cricket, de façon humoristique et totalement fictionnelle. De la préhistoire. De la préhistoire à post-apocalyptique. Puis c'est tout le temps, au fond, deux personnages qui sont un en face de l'autre et ils se lancent des choses dessus. Et là, c'est vraiment un jeu comme basé sur la physique. Là. Les choses se rentrent dedans, puis c'est jamais pareil ce qui se passe. Et les règlements changent constamment aussi. Une seconde, OK, tu as un premier duel où est-ce qu'il faut que tu lances un ballon. Là, le duel d'après, finalement, t'as une bière dans les mains ou c'est un ballon de soccer ou une tasse de thé, il faut que tu boives dans ton thé. Ou t'as soudainement un combat à l'épée contre la reine d'Angleterre. Ou est-ce qu'elle a une épée puis toi t'as rien? Puis que tu te fais tuer à chaque fois. Et à travers ça, il y a comme une narration qui dit à telle époque, les joueurs ont commencé à jouer au cricket. Puis là, finalement, il y a des gens qui n'aimaient pas ça de même. Ça fait que tel pays a décidé de faire ça. Puis là, c'est complètement loufoque. Puis à un moment donné, tu as aussi ils ont décidé d'amener le cricket dans l'espace. Puis là, tu as comme un niveau qui essaie de partir une fusée. Ah oui. Puis le niveau d'après, c'est le cricket dans l'espace. Puis là, finalement, on revient sur Terre. Puis il y a comme une espèce de boucle qui se termine avec des espèces de mutants qui finalement contre des hommes crabes, des dinosaures. Ouais. Les hommes crabes comme des dinosaures. Puis là, finalement, on dit, OK, c'était ça l'histoire du cricket à travers les âges. Puis là, tu as l'impression que, OK, le jeu est peut-être fini là. Et non, finalement, si tu te rends compte, c'est juste le premier mode du jeu. Puis là, il y a comme plein d'autres modes qui se libèrent. Après ça, il y en a un qui ressemble plus à du cricket, mais ça reste toujours le même... c'est toujours la même scène un peu de deux personnages, un en face de l'autre, qui se lancent ou qui se foncent dedans. Puis il y en a un qui est ça. Bon, il faut que tu scores des points. Tu as une équipe, là, tu joues contre d'autres équipes. Et c'est comme une espèce de duel. Puis à un moment donné, c'est le premier qui arrive à 21 points, il gagne. Et les règlements changent constamment. J'ai frappé le gars sur la tête, j'ai 5 points. Là, la ronde d'après, j'ai lancé la balle complètement à côté de l'autre bord. T'as pas de points ou finalement, t'as fait la même chose qu'avant, mais t'as pas le même nombre de points. Donc, c'est pas un jeu à prendre au sérieux au niveau de ses règlements. C'est vraiment un jeu de party, en fait. Et bon, c'est sur Apple Arcade, donc ça fait que j'ai joué tout seul sur mon cellulaire. Mais vu que c'est sur Apple Arcade, tu peux aussi jouer sur Apple TV. Puis là, tu peux jouer à deux, puis là, ça devient un jeu de party à sortir après quelques... bières? Quelques consommations alcoolisées. Ouais, après quelques bières, tu sors ça, puis beaucoup de rires vont s'en suivre. Mais moi, merci de me l'avoir fait découvrir, parce que grâce à toi, ça fait 2 jours que je suis là-dessus. Pour vrai, ma copine était dans la salle de bain, puis elle criait « Pourquoi tu ris, là? Il n'y a rien de drôle! » Puis j'étais comme « Non, mais tu sais pas à quoi je joue! » Il est tellement cave, là! Oui, c'est vraiment... mais c'est bien fait. Puis c'est vraiment, tu sais, basé sur de la physique, là, donc... n'importe quoi peut arriver. C'est jamais pareil ce qui se passe. Deux personnages se foncent dedans, puis c'est jamais... T'as pratiquement jamais le même résultat. Donc, un jeu vraiment hilarant à découvrir. Parfait pour jouer dans le métro ou dans la salle d'attente quand tu t'en vas au dentiste. Ça, oui. Oui. Combien de fois on y va? Tu peux même jouer avec ton dentiste après. Là, tu peux lui montrer « Hey, ça, c'est vraiment drôle, ce jeu-là. Peux-tu jouer avec moi? » Peux-tu oublier la carie sur ma prémolaire si je gagne contre toi? Non? Si je gagne, c'est gratuit. Ah, ça serait fou. Je vais me pratiquer. Bref, c'est ça. Cricket Through the Ages, je lui donne la cote de incroyable. J'aime ça. C'est direct. C'est exactement ce qu'on veut ici. Ouais. On dit les vraies affaires.
Hey, je deviens plus drôle quand t'es là. Je pense que je vais t'inviter à chaque émission. Moi, je pense que anytime. Voilà. Raphaël, tu vas Mario? nous parler de tes roguelikes préférés. Oui! Ben, tout d'abord, là, tu me dis, il faut que tu parles d'un top 5. Un top. Et là, j'ai réfléchi, puis je suis un gros fan de roguelike et je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce que j'aime là-dedans, je sais pas qu'est-ce qui... Mais j'arrête pas de jouer T'es à un ça. gars occupé. Oui. Puis les roguelikes, Ouais. ça fait que genre ta game elle dure 5 minutes, puis là tu meurs, puis il faut que tu recommences au début. Ouais, c'est peut-être ça Mais aussi. il y a une progression quand même. Oui, puis ce qui fait en sorte que tu joues une game de 10-15 minutes, une demi-heure, t'as fait des upgrades, puis tu reviens. Pourquoi roguelike? Ça vient de où, ça? Ben, je pense que le premier jeu de genre s'appelait Rogue. Rogue Legacy. Hey, juste Rogue. Rogue Legacy. 1980 sur Unix. Si, là, Moi, dans ma tête, c'était en référence à Rogue Legacy, mais là, tu m'apprends. Non, c'est ça. C'est pour vrai, c'est que c'est des donjons créés aléatoirement. Et ça a commencé... De façon procédurale. Procédurale, c'est le même? C'est le terme qui est utilisé dans... Moi, il faudrait que je sois avec toi tous les jours de ma vie. Ouais. Je serais tellement plus intelligent. Moi, je serais plus drôle. Donc, Rogue, c'était... Tu incarnais un A commercial et tu te promenais... Hey, pour vrai, on est loin, là. On est dans le début des ordinateurs. Et tu te promenais... Mais les mails existaient déjà? Les mails? Je sais pas. Je pense que le A commercial servait exclusivement à Rogue. Et dans le fond, tu te promenais, il y avait des petits points, puis là, tu te promenais, puis là, finalement, tu rentrais dans un autre donjon avec des dièses. Mm-hmm. Et là, il y avait les hashtags. Les hashtags. Hey, pour vrai, Rogue, c'est l'invention du monde. Et des fois, tu avais des K et des R qui étaient des méchants. Okay. Il fallait que tu ailles plus vite qu'eux autres pour te rendre dans le prochain dièse. Bref, allez voir Rogue sur Unix. Là. Il y a plein de vidéos. Je t'en ai pas donné une parce que je l'ai regardé dans le chat tout à l'heure. J'ai trouvé ça incroyable. Bon. Mais voilà. Donc, c'est des donjons créés procéduralement parlant. Ouais. et souvent, il y a un permadeath avec, bon, des fois des affaires que tu peux faire évoluer pour justement que le jeu ne devienne pas super boring. Mm-hmm. Et là, arrive le top 5 de Raphaël. Qu'est-ce que mon top 5? Mais je vais commencer tout de suite par le 5e parce que je ne vous ferai pas attendre plus longtemps. Je parle ici de... Pourquoi j'ai un blanc? Darkest Dungeon. J'allais dire Dungeon. J'étais comme, non, c'est pas ça. Darkest Dungeon, qui est, dans le fond, oui, un roguelike, mais aussi un dungeon crawler. Donc, tu incarnes une bande de jeunes hommes, jeunes femmes qui s'en vont dans un donjon, essayer de ramasser des choses pour justement devenir plus fort, aller péter des gueules de d'autres méchants. Et tu vas faire ça jusqu'à temps que tu vas ramasser le plus de trucs ou jusqu'à temps que tout le monde meurt. Parce que là, ils deviennent fous, ils deviennent fatigués et ils ont ben c'est ça, ils deviennent fous fatigués, puis ils meurent. En fait, la plupart du temps, dans les roguelikes, tu meurs. Fait que si t'aimes pas ça, mourir après 4, 5, 6 minutes, joue pas à ça. Mais ici, on est vraiment sur un jeu quand même assez difficile à l'état pur. Là. Mettons, la première journée que j'ai joué à ça, je me suis couché dans mon lit en boule, puis je pleurais. Parce que c'est tough, bâtard. Fait que voilà, mon 5e, mais c'est très très beau. C'est un petit bonhomme animé. Ça a l'air un peu RPG aussi quand t'attaques. C'est vraiment très très chouette. C'est à essayer. Mario, tu l'as-tu essayé, toi? Non, j'ai pas essayé. Tu l'as essayé? Au fond, c'est des combats tour par tour, un peu, à la manière d'un RPG classique. Exactement. Puis juste avant, ben, dans le fond, tu t'équipes, t'armes tes affaires, tu t'en vas, t'achètes des potions, des trucs comme ça. Puis là, tu meurs. Moi, c'est toujours la question par rapport au roguelike. Il y a des roguelikes où est-ce que tu meurs puis tu recommences complètement à zéro, puis d'autres où est-ce qu'il y a quand même une certaine progression, des choses qui font que la prochaine partie va être un peu plus facile. Ouais, mettons, là, il y a certains de tes bonhommes que tu vas pouvoir évoluer en points. Et quand ils vont venir se rebattre, ils vont être un petit peu plus forts. T'imagines-tu? Ouais. Tu capotes? Pour vrai, regardez-le capoter. Donc c'est pas souvent qu'on le voit capoter de même. Il y a de l'émotion dans l'œil. Donc c'est ça, il y a une évolution des personnages. Tu meurs, mais tes personnages vont être plus forts au prochain coup. Exactement. Puis justement, ces donjons-là sont créés procéduralement. Moi, tu me donnes un mot, puis je le travaille. Après ça, en 4e place... Le classique des classiques, si on veut, dans les roguelikes. Ouais, Binding of Isaac. J'ai joué à Afterbirth plus. Birth. Moi, je suis vraiment bon en anglais. T'as joué sur Switch? Ouais. Puis, c'est cool.
C'est vraiment cool. mais c'est ça l'affaire. Pourquoi je l'ai mis en 4e place? Parce que j'ai l'impression qu'on peut... Moi, j'aime ça, devenir meilleur à un roguelike. J'aime ça, m'améliorer, de sauter par-dessus les affaires, d'éviter les balles, de savoir quel genre de monstre j'ai à faire. Et là, ici, c'est un peu plus simple. On est, comme tu as dit, on est dans la plus simple expression du roguelike. Donc, Binding of Isaac, c'est une histoire quand même assez dark, assez chouette. Moi, j'aime ça un peu, cet univers-là, darkish. C'est, en fait, une relation mère-fils. Ça allait bien. Ça allait très, très bien. Mais la mère a entendu, venant de l'au-delà, une voix lui disant « Il faut que tu punisses ton jeune. » Alors, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui lui a dit... C'est Dieu qui nous dit de l'au-delà « Punis ce jeune-là. » Donc, elle le punit, elle enlève ses jouets, elle le déshabille, elle le met dans le caniveau. Et lui, ben, il va pas bien, il est triste. Et là, puis son arme, c'est ses larmes. C'est ses larmes. Parce qu'il pleure continuellement. Continuellement. Mais là, l'affaire, c'est qu'il reçoit un deuxième message de Dieu. Ah oui? Tue ton enfant. Sacrifie-le. Et là, c'est pour ça, en sachant ça, il a entendu sa mère prendre le couteau. Et il a fait « Non, non, non! » Il est allé dans un donjon et il essaie de s'enfuir la cave sous la maison parentale. Donc, il va se battre contre des boss et justement essayer peut-être de venger son honneur face à sa grande mère folle. Est-ce que tu finis par tuer Dieu? Non, mais je veux pas te dire trop d'affaires. Et tu peux incarner jusqu'à 7 personnages que tu peux débloquer au fil de la partie. Et tu peux aussi avoir des larmes plus fortes, des larmes qui se divisent en 6. Tu as beaucoup de trucs qui vont apparaître. Vraiment, c'est un univers très BDesque, très chouette, très magnifique. Ils en ont même fait un jeu de société. Ah oui? Oui. Il était dégueulasse, il était vraiment pas bon. mais le jeu vidéo vaut la peine. Mais dans celui-là, tu meurs, puis tu peux débloquer des choses, mais je pense que ce qui est différent par rapport à Binding of Isaac, c'est que la progression, elle est en toi, dans le sens que tu peux ramasser des items dans ta quête qui te fait de façon un peu aléatoire. Et le jeu te dit pas à quoi servent ces items-là, comment les utiliser. Non. Ça, c'est toi qu'il faut qu'il le découvre. Puis après ça, ben tu le découvres, puis là, tu meurs, puis là, tu fais comme « Ah, si j'avais su ». Mais la prochaine partie, tu le sais. Ça fait que plus tu joues, plus tu découvres les différents items, plus tu sais à quoi ils servent, puis plus tu peux les utiliser à bon escient pour te rendre plus loin dans le jeu. Puis ça, c'est un design aussi qui est différent, parce que la progression, si on veut, n'est pas in-game, elle est dans ta tête. Ouais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment intéressant aussi. Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi Binding of Isaac a eu le succès qu'il a eu, c'est qu'il proposait quelque chose de différent, finalement. Mais qui, en même temps, au niveau du design des niveaux, est instantanément reconnaissable parce que ça ressemble à The Legend of Zelda. Ouais, où est-ce que, là, on parle vraiment comme le Legend of Zelda original, les donjons vus de haut, où est-ce que tu as une chambre carrée, puis là, tu peux aller en haut, en bas, à droite et à gauche, et tu as des bombes aussi qui te permettent d'ouvrir des portes secrètes. Donc, c'est à la fois complètement nouveau et c'est à la fois familier. Et je pense que toutes ces choses-là ensemble ont fait que Binding of Isaac, il y a eu le succès qu'il y a eu, puis il y a eu toutes sortes d'itérations du jeu aussi, des expansions, des nouvelles versions du jeu qui sont sorties à travers les années. Ce qui est bien, c'est ça, c'est que c'est un jeu qui va te rester. Tu vas aller te coucher le soir, tu vas réfléchir à ça, tu vas y penser, tu vas te réveiller en pleine nuit en faisant comme « Ah, c'est à ça que ça sert! » Puis là, tu vas avoir envie de te lever le matin pour aller réessayer ton jeu Binding of Isaac. Et je pense même que je pense que ce jeu-là avait commencé, c'était juste un jeu Flash, je pense. Eh boy, ça, là, t'es au-delà de mes connaissances. Okay. C'est pour ça qu'il faut se tenir avec Mario. Oui. Voyez-vous comment on apprend des choses? Je suis pas sûr, mais je pense qu'à l'origine, c'était juste un jeu Flash, c'était juste comme une espèce de prototype, et ensuite, c'est devenu le jeu que c'est. Prochain jeu. 3e place. Dead Cells. Ouais. Les cellules mortes. Les cellules mortes. Vraiment, un jeu qui, au début... Je sais pas. J'étais pas sûr. Le design, je le trouvais beau, mais au niveau de la jouabilité, c'est quand même plus complexe. Là. Tes petits boutons, puis tout. Puis là, tu mets tes armes sur telle affaire, puis là, ça change tout le temps. Fait que t'es tout le temps en train de réapprendre toutes tes façons de faire avec le jeu. Mais c'est ça. Il y a un film Metroidvania aussi. Exactement. Complètement. Puis
ce jeu-là, moi, ce qui me fait capoter, c'est toute son histoire, toute son esthétique derrière ça. Il y a eu un gros roi qui est allé chercher des alchimistes pour essayer de créer une genre d'armée. Fait qu'il leur a donné ça. Mais finalement, ils sont devenus genre en putréfaction weird. Puis là, il a fait « Ah, il faut toutes les tuer. » Et là, nous incarnons une genre de version détruite de quelqu'un. D'où les cellules mortes. D'où les cellules mortes. Et on s'est fait comme infecté. Et là, notre but, c'est d'aller se venger face à ce grand roi méchant. Vraiment un jeu qui, la première fois que tu joues, tu meurs en dedans de 10 minutes. Non. 3 minutes, j'ai été généreux. Je serai plus généreux. Je serai jamais plus généreux autant comme ça, mes chers amis. Tu joues, tu meurs en dedans de 3 minutes. Et après ça, tu rejoues une deuxième fois. Et là, justement, t'as compris un peu plus le feeling de ce jeu-là. Parce que oui, tu débloques des affaires, mais tu les débloques beaucoup à chaque épisode de jeu, mettons. C'est pas... Oui, tu vas débloquer des armes, mais quand tu vas commencer à y jouer, c'est que tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut que tu débloques, où il faut que tu débloques, qu'est-ce qu'il faut que tu t'armes de plus, etc. Fait que vraiment, c'est un jeu que tu... Ben c'est ça, tu sais, les autres, tu t'armes plus. Celui-là, ben c'est pendant que tu joues que tu comprends ce qu'il faut que tu fasses. Moi, j'ai bien aimé ça. Puis, je suis devenu accro assez rapidement. Ouais? Oui. T'as joué sur Switch aussi? Ouais, j'ai pas mal rien que joué sur Switch ces temps-ci. Je suis pas mal un gros geek de Switch. Mais depuis, là, je l'ai acheté comme au mois de mars, ma Switch. Ouais. Ben, depuis, je t'avais écrit justement en faisant comme « Yo, c'est quoi les nouveautés? Qu'est-ce qui est hot à jouer? » Puis, ben c'est ça. Ça fait partie. Tu as fait Breath of the Wild? Oui, mais je l'avais fait sur la Wii U. Ah, OK. Mais j'avais la Wii U avant. Ben, c'était le fun. T'avais la map sur le... Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. T'avais pas besoin de mettre pause. Moi, j'ai fini toutes les shrines. J'ai trouvé toutes les shrines. T'as-tu trouvé ça? T'as-tu trouvé toutes les Korok? Ah non, fuck that, là. Oups, j'ai dit un... Désolé. Déjà là, ça m'a pris assez de temps de trouver les shrines. Je n'ai pas commencé à ramasser toutes ces affaires-là. Tu sais qu'est-ce que ça donne quand t'as toutes les Korok? Non. Il donne littéralement là, un étron en or. C'est vraiment un gros troll de Nintendo de genre bravo, t'as passé ton temps à ramasser les 900 Korok, mais voici un étron en or. Ça donne rien de plus que ça. J'adore ça. Puis d'avoir le petit pourcentage de 100% de complétion, là, mais... Ouais. Fait que, ouais, Dead Cell... Fait que perds pas ton temps avec ça. Bref, le prochain jeu... Ouais, là, on tombe sur le 2, là. Ouais. Oh, shit. Rad, qui est tout nouveau, là. Qui est tout nouveau, puis qui a eu des mauvaises critiques. Ça fait que je me demande... Qu'est-ce que tu as à dire sur ce jeu-là? Beaucoup. Ben, pour vrai, je l'attendais beaucoup parce que j'aime bien cette compagnie-là qui... Double Fine. Double Fine, qui ont fait un E3 vraiment nice. Ouais. Ben, en fait, Double Fine, pour ceux qui ne savent pas, c'est la compagnie de Tim Schafer. C'est qui Tim Schafer? C'est un gars qui a fait des classiques, dont Monkey Island, plein de jeux pour... Je te laisse gérer ça, là. plein de classiques point and click pour LucasArts, Day of the Tentacle, Monkey Island, Full Throttle. Donc, c'est vraiment un gars qui a marqué l'industrie du jeu vidéo, qui, là, il a lancé sa propre compagnie qui s'appelle Double Fine. Ils avaient sorti Psychonauts. Ils ont sorti d'autres jeux point and click qui ont marqué aussi dans les dernières années. Et là, ils sortent un jeu d'action roguelike qui s'appelle Rad. Qui est pour une des premières fois pas vu d'en haut. Tu sais, dans le sens là, on est comme en 3D dans un univers post-apocalyptique, mais c'est double post-apocalyptique. Après l'apocalypse, il y a eu une autre apocalypse. Et là, on se retrouve à la suite de cette deuxième apocalypse-là. On incarne des enfants. Pourquoi des enfants? Je sais pas. C'est peut-être plus violent d'envoyer des enfants se faire tuer par des bébites transgéniques de post-deuxième apocalypse. Ben parce que c'est un rogue, ça fait que tu meurs tout le temps, t'as pas le temps de devenir un adulte. Oh. et ce que j'aime beaucoup, c'est que habituellement dans les rogues, on s'arme, on trouve des trucs. Ici, ce qu'on a, on mute, on devient des mutants. Est-ce qu'on va avoir une mutation qui fait que notre crâne ressemble à Ghost Rider, lancer un genre de crâne en feu empoisonné? Est-ce qu'on va finalement avoir créer, mais j'aime pas ça dire ça, là, mais faire des œufs? J'allais dire expulser des œufs d'une autre façon moins gentille. On peut expulser des œufs qui vont devenir des petits clones de nous pour attaquer toutes les autres. J'aime l'univers.
Sincèrement, là, ce truc-là, à chaque mutation, ça change complètement ta partie. Parce que des fois, tu peux, justement, vous le voyez, là, vous pouvez vous envoler, vous pouvez lancer des crânes, vous pouvez... regarde là, le beau petit backpack. Wow. Tu sais, il y a plein de petites affaires qui est très, très chouette, qui, justement, changent ta jouabilité parce que tu joueras pas pareil si tu es capable de lancer des trucs que si tu as juste ton bat de baseball pour aller attaquer. Tu peux évoluer ton bat, ça c'est clair. Ça c'est bizarre dit de même, désolé RDS, mais tu peux faire évoluer ton bat de baseball. Ton bâton de baseball. Ton bâton, ouais, on va dire bâton. Et la musique, vous l'entendez un peu au loin, mais musique... Très années 90, synthétiseur. Ben, années 80 plus. Ouais, plus 80. Ouais. Il y a beaucoup de petits Easter eggs, de Pac-Man, de la musique de Michael Jackson à certains moments. Et vraiment, cet univers-là, c'est très le fun d'embarquer dedans. Il faut que tu embarques. Il y a certaines critiques qui ont embarqué, puis je le comprends aussi parce que c'est le genre de jeu quand même assez difficile, surtout dès le début, parce que si sincèrement tu as juste ton bat de baseball, tu iras pas loin, tu vas mourir assez rapidement, puis on finit rapidement par tourner en rond dans cet univers-là, parce que ça se ressemble quand même assez beaucoup. On se le cachera pas. Okay. Mais dès que tu arrives au niveau 2, au niveau 3, parce que tu peux justement monter... Tu sais, ton but, c'est d'aller au 5e, je pense. Je me suis pas rendu là encore. Je l'ai pas passé. OK, arrête de me juger avec tes yeux jugeants. Avez-vous vu ça, ces yeux jugeants? Mais non, j'ai pas passé encore... c'est pas fait pour être passé, ces jeux-là. Non, c'est ça. C'est fait pour mourir d'affreuses souffrances au level 3 ou 4, comme d'habitude. C'est ça. Mais vraiment... comme les jeux NES. Oui, mais essaye-les pour vrai... Fie-toi pas toujours aux critiques, là, Mario. Non, je me fie pas. Non, Mario, joue à ça. Mais je veux jouer, oui, parce que... Plus fort que ça, dis-le plus fort. Je suis fan de Tim Schafer, puis je suis sûr que ce jeu-là a été juste mal compris par les critiques. Mais on n'a pas fait on n'a pas eu de copie média pour ce jeu-là. On n'a pas fait la critique sur RDS Jeux vidéo. Mais c'était un jeu que je suis très curieux d'essayer. Vraiment, vraiment chouette. Puis il y a aussi des mutations, je te dis ça là de même pour quand tu vas commencer. Il y a des mutations à partir du deuxième monde, que si tu prends ces mutations-là, tu vas muter du mauvais bord. Genre, il va y avoir des mauvaises affaires qui vont t'arriver. OK. Fait que là, tu regardes, est-ce que je vais essayer de me faire muter ou pas? Parce que tu peux muter, faire une exomutation. Puis tu peux faire un Endo-mutation. Endo-mutation, c'est quand tu tues du monde, puis là, ça va monter ton XP, puis à la fin de ton XP, t'évolues. Ça, c'est toujours positif. OK. Mais des fois, tu vas avoir des machines qui vont te faire évoluer, vont te faire muter. Mais peut-être qu'ils ne feront pas muter comme il faut. Ils vont peut-être te faire arracher des mutations que tu as déjà. C'est comme un raccourci qu'il faut que tu prennes une chance, prends un risque. Voilà. Comme la vie. La vie, c'est un raccourci qu'il faut prendre des risques. Et voilà. Parlant de raccourcis qui vont prendre des risques... non, mais pas Exit, mais là, c'est Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Enter the Gungeon. Hey, ça, pour vrai, je pense que c'est le jeu que, depuis que j'ai la Switch, j'ai le plus joué ever. Puis je pense que dans les jeux que j'ai joués, ça a peut-être même battu Breath of the Wild. Le nombre d'heures que j'ai joué sur ce jeu-là. C'est... tu incarnes quelqu'un, un jeune homme, jeune femme, qui rentre dans un gungeon. Donc, un donjon fait de méchantes entités de balles. C'est des balles qui tirent des balles. Puis toi, il faut que tu essaies de leur péter la balle. Fait que c'est vraiment ça. C'est très rétro comme jeu. Tu rentres dans ces donjons-là. Ton but, c'est de te rendre au 5e sous-sol. T'as des boss qui sont tellement tough à battre dès le début, mais comme année, tu commences à comprendre leur fonctionnement, tu évolues, et il y a plus de 300 guns dans ce jeu-là, mais depuis la mise à jour, je pense qu'il y en a encore plus que 300. Il y a eu une nouvelle mise à jour là, récemment, là, où est-ce que ça te donnait des nouveaux méchants, des nouvelles places. Il y a des portes cachées. Il y a des nouveaux bonhommes aussi que tu peux débloquer, mais que j'ai jamais réussi à débloquer parce que je suis pas encore assez bon à ce jeu-là, malgré toutes les heures que j'ai passées dans ce gungeon. Beaucoup aussi de petits easter eggs, dans le sens qu'il y a le gun de Mega Man, il y a le gun de Super Meat Boy. Il y a vraiment un gun dans Super Meat Boy? Ben, ouais, c'est... Tu sais, le truc là, qui hache, là. Ah, OK, ouais. La petite boîte rouge là, qui hache. Fait que bref, vraiment un jeu que... Puis en plus, tu peux jouer à deux. Hey, t'as-tu vu à quel point je capote? Tu joues avec ta blonde? Je joue... non.
Parce qu'elle joue pas à ça. Elle joue pas beaucoup à des jeux vidéo, ma copine, je la salue. Mais vraiment, ce jeu-là, là, vous voyez le personnage avec un petit chien, c'est mon personnage préféré. Ben, pas l'ordinateur, parce que l'ordinateur avec un petit chien, je l'ai pas encore débloqué, l'ordi. Mais le petit chien, je l'ai toujours avec moi. C'est très, très chouette. Et tu as 4 personnages de base qui ont chacun soit des pistolets différents, justement des super accessoires à eux autres même. Vraiment un jeu très, très chouette qui c'est ça, qui est bon. Bâtard, on dirait que j'ai tout dit. Je sais plus, je suis vidé de tout mon fiel d'amour envers ce jeu-là. C'est correct parce que c'était le dernier. C'est le dernier, mais en même temps, il faut que je te dise un truc. Oui. Parce que tantôt, tu parlais d'Apple Arcade. Oui. Et j'ai su qu'il y avait Exit the Dungeon. Oui, que j'ai vu, mais que j'ai pas essayé encore. Man! C'est le fun! Oui. Un petit peu plus simple au niveau de comment tu bouges et tout et tout. Oui, c'est un jeu fait pour le mobile. Exactement. Mais mon Dieu, t'as cette sensation-là, cette émotion-là que quand tu joues dans Enter the Gungeon, tu le retrouves sur ton téléphone cellulaire. Puis même, j'ai essayé avec une manette, c'est plus le fun avec les doigts. Ah oui. Souvent, j'aime ça, moi, avoir une manette dans les mains. Mais là, ici, ils l'ont tellement bien fait qu'avec les mains, c'est de la pure magie. Donc là, maintenant, le but, c'est qu'on est dans le sous-sol de Enter the Gungeon. Et Exit the Gungeon, c'est qu'il faut remonter. Puis là, on peut pas se promener comme dans Enter the Gungeon. Là, on est pris dans un ascenseur. Et il faut battre, il faut se promener. Mais c'est un petit ascenseur, là. Fait que t'es là, puis t'essaies de te cacher, tuer du monde, augmenter, puis tout. C'est vraiment très cool. Bon, je vais regarder ça. Regarde, mon beau trésor. c'est ce qui clôt mon top 5. Mais ça reste que, allez voir les roguelikes. Il y a plein d'affaires qui vont sortir très bientôt. Neon Abyss va sortir. J'ai très, très hâte d'avoir un petit popette qui vole autour de moi de Trump. Je pense que c'est sans doute un des plus grands fantasmes que j'ai à l'heure actuelle en 2019. Et j'ai hâte de voir tout ça. C'est vraiment très, très beau. Tu revois ça? Mais c'est des jeux si vous êtes des gens qui n'ont pas beaucoup de temps à jouer, que vous avez juste comme 10 minutes dans votre journée, puis que vous voulez que ces 10 minutes-là soit rentable. Soit satisfaisant. Oui. Dans le sens que c'est pas juste comme j'avance un petit peu dans mon jeu, puis là, il faut que je mette sur pause. Puis... Mais que ces 10 minutes-là, peut-être vous allez mourir au bout de 10 minutes, mais vous avez quand même progressé d'une certaine façon dans le jeu. Donc, c'est parfait pour les gens qui sont très occupés comme toi. Mais tu sais, si tu fais ça puis tu deviens de meilleur en meilleur, finalement, ta game que tu dis que va durer 10 minutes, tu deviens que ça devient des demi-heures, des 45 minutes. Finalement, tu te retrouves avec le même Moses de problème. Voilà. Ne soyez pas bon, soyez juste beau. C'était ça. C'est de même qu'on se conclut ça. Oui. Donc, voilà. On va conclure l'épisode là-dessus. As-tu eu du fun? J'ai eu beaucoup de fun. Moi tout. Es-tu game? Je suis game d'avoir du fun. Bref, alors, les gens, s'ils veulent suivre Es-tu game, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils écrivent un courriel. Là, on va y envoyer un code. Puis là, il va passer dans... Non. En fait, allez voir sur Facebook, YouTube puis Instagram. On est là. On est aussi sur Snapchat, Tumblr. Mais ça, c'est moins hot. Mais on n'est pas sur Twitter parce qu'on n'est pas bon. Sur Mixer? Non. Mais on a un MySpace. Non, fait que sur Facebook et sur YouTube, on sort environ 4 à 5 vidéos semaine. Fait que vous allez en avoir... vous allez en apprendre beaucoup sur les jeux. Quand même. On avait reçu aussi, avant qu'on soit en vidéo, on était juste en audio, on avait reçu Marc-Antoine Doyon qui fait partie de Es-tu game aussi. Le grand réalisateur, El Masteo. Oui. Enfin. Donc, voilà. Ça, c'est pour Es-tu game, mais pour Terrain de jeu et RDS Jeux vidéo, ça se passe sur jeuxvideo.rds.ca. Ça se passe sur Facebook, sur RDS, RDS Jeux vidéo. Il y a la page Facebook, il y a le groupe Facebook, les deux s'appellent RDS Jeux vidéo. On est aussi, on fait surtout des lives sur Facebook. Pour écouter Terrain de jeu, on est sur YouTube, on est sur rds.ca/balado-diffusion. On est sur l'application iHeartRadio. My God! Qui apparaît à l'écran. C'est tellement beau. Et donc, c'est ça. Donc, suivez-nous. Puis, je vous invite à nouveau à aller lire l'article de Guillaume Lavoie sur l'affaire Blitzchung. Ça vaut c'est une lecture un peu sérieuse, mais je vous invite à aller la lire. Ça vaut la peine. Vous allez comprendre un petit peu plus les enjeux de cette histoire. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se voit pas la semaine prochaine parce que je vais être à Cuba. Donc, on se voit dans... Brag! Pas dans 2 semaines non plus, mais peut-être dans 3 semaines. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés, puis à bientôt. On va s'ennuyer de toi. Moi aussi.